Salut les gars, je voulais parler aujourd'hui du très bon bouquin L'immaturité permanente de Thomas Boussillon, qui est paru aux éditions Contre-Culture et qui est clairement le meilleur bouquin que j'ai lu l'année dernière, en 2024. Et je dis ça en toute liberté puisque je bosse plus avec Contre-Culture. Et puis c'est un bouquin très contemporain. L'infantilisation des esprits, ça parle vraiment d'un problème très actuel, et puis il est très bien écrit en fait, c'est un essai très bien écrit qui s'adresse à tout le monde, hein, du jeune de 20 ans jusqu'au boomer de 60 ans, n'importe qui de bonne volonté comprendra très bien ce livre. Et donc on va le décrire un peu. Déjà on voit la couverture est absolument excellente, hein. Il y a 5 personnages, il y a la boumeuse qui croit au catéchisme télévisuel avec son masque sur une trottinette, là. Il y a la gauchiste aux cheveux bleus qui a un chien qu'elle adore parce qu'elle veut pas avoir d'enfant. Il y a l'espèce de grande perche moderne à tatouage en Air Max, qui reste un genre d'immense gamin. Il y a le geek gros lard qui fait absolument pas d'effort. Et puis en dernier lieu, avec le casque bleu, là, il y a le PNJ par excellence. Et ils sont tous vraiment dans un petit nuage avec des petits emojis, des petits milkshakes, des petits cœurs, dans leur petit monde, voilà. Bien à l'abri du monde extérieur, protégés comme ça, on va dire, intellectuellement, non pas physiquement, mais intellectuellement par le gauchisme de leur petite cervelle. C'est vraiment un bouquin à lire, je crois qu'il coûte genre 15 €, ça coûte rien. D'avoir un gars qui écrit ça en 2023, c'est vraiment super. Pour nous, on a de la chance de pouvoir lire ça. Faut soutenir Contre-Culture, hein, qui est une vraie maison d'édition de résistance, qui publie des vrais bouquins, d'anciens bouquins, et puis on voit qu'il donne sa chance à des nouveaux auteurs très brillants. Et puis c'est vraiment un bouquin à offrir, quoi. Comme je vous disais, de 20 à 60 ans, tout le monde peut le lire. Et c'est très très bien écrit. Donc vraiment, les gars, si vous voulez sortir de simplement le petit militantisme de comptoir et écouter 2-3 vidéos, déjà mettez la main au porte-monnaie, quoi. Achetez un bouquin de temps en temps chez Contre-Culture, et puis l'achetez pas sur Amazon. Voilà, vous l'achetez sur le site Contre-Culture, ou alors vous allez à la librairie Vincent à Paris. Alors c'est quoi l'immaturité ? Comment on pourrait la définir ? L'immaturité, en fait, c'est la volonté intellectuelle ou subie, d'ailleurs, hein, ça peut être quelque chose de subi, de rester en enfance, de ne pas grandir. Et quelle est la caractéristique principale de l'enfance, selon Thomas Boussillon ? C'est la toute-puissance. C'est-à-dire que l'enfant croit qu'il peut absolument tout faire, qu'il est tout-puissant. Il ne veut pas de résistance à sa toute-puissance. Or, dans la vie, quand on grandit, qu'est-ce qui se passe ? On est soumis en permanence à des contraintes, à des nouvelles contraintes. Et ces contraintes, soit on les évite, soit on les casse, soit on les surmonte. Si on veut les éviter ou casser la contrainte, par exemple, pour un enfant, il prend l'exemple d'un nouveau jouet qu'il n'arrive pas à maîtriser, s'il casse le jouet, voilà, l'entrave à sa toute-puissance a été éliminée. Alors que s'il est face à une contrainte et qu'il apprend à la surmonter, l'enfant progresse et fait un pas de plus quelque part vers le monde adulte, vers le fait d'être un adulte. Et qu'est-ce que c'est que le fait d'être un adulte, le fait d'être un homme, le fait d'être une femme ? C'est tout simplement d'accepter les contraintes et les dépasser. Il y a 2 types de contraintes, en fait. Toute contrainte est théoriquement un tremplin, quelque chose qui peut nous permettre de progresser. Et il y a la contrainte qui est juste, et il y a la contrainte qui est injuste. Il y a la contrainte qui est naturelle, les épreuves naturelles de la vie que tout adulte traverse, et puis il y a les contraintes qui sont illégitimes. Si par exemple vous êtes jeté arbitrairement en prison, c'est une contrainte qui est illégitime, il ne faut pas s'y soumettre, hein. Il faut au contraire la combattre, et ça c'est le sens du combat politique. L'un des premiers exemples qui est très marquant dans le livre, c'est, concernant les femmes, c'est le fait d'être mère, le fait d'enfanter. Hein, sur la couverture, comme on le disait, on voit que la nana aux cheveux bleus a un chien au lieu d'un enfant. En fait, c'est pas compliqué, c'est qu'un chien, c'est beaucoup moins de responsabilité qu'un enfant. Quand une femme devient mère, au même titre que son mari, mais pour une femme, c'est encore plus important du fait qu'elle... plus marquant, je dirais, du fait qu'elle enfante...
mais ça reste dans le cadre de la famille, donc le père est aussi influencé, les deux individus sont obligés, contraints et forcés de sortir radicalement de l'enfance, d'un seul coup. Parce que avoir un enfant, ça exige des responsabilités énormes. Ça exige d'un seul coup d'être obligé de nourrir sa famille, de leur donner un toit, de leur offrir une stabilité. Donc ça oblige les deux individus à ne plus être des enfants, mais à être responsables. D'ailleurs, on voit avec cet exemple de la maternité qu'à la fois physiquement et psychologiquement, grandir fait souffrir. Donc, comme le dit l'auteur, grandir, c'est un meurtre perpétuel de toutes les illusions. Donc, on ne peut rien accomplir dans la vie sans la souffrance. La souffrance est concomitante à la croissance, elle est concomitante d'ailleurs à la condition humaine, et vouloir supprimer la souffrance, c'est vraiment un objectif de gauchiste, c'est vraiment un objectif d'enfant. Le gauchisme est caractérisé justement par cette volonté de rester dans l'enfance. Le plus grave, c'est comme ça de vouloir supprimer la souffrance, parce qu'en fait la souffrance, comme on vient de le dire, fait partie de la condition humaine, et la condition humaine, c'est de dépasser la souffrance par la joie que procure le fait d'avoir accompli des objectifs, mais aussi par le dépassement de la souffrance, par exemple, par des catégories supérieures, comme la spiritualité. La foi catholique en particulier, et le message du Christ en particulier, est justement une manière de dépasser la souffrance de manière très claire. Et en fait, c'est assez drôle, parce que là, j'ai une petite digression à faire, j'ai une interrogation. Si en commentaire, vous voulez rebondir là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très drôle que le gauchisme soit en fait tire toute son idéologie, quelque part, de Louis XIV, qui serait considéré comme un fasciste, on va le voir, par la plupart des gauchistes. Mais Louis XIV, c'est le début de la nation, on va dire, c'est après Richelieu et Mazarin. Et la phrase la plus connue de Louis XIV, la citation la plus connue, c'est « l'État, c'est moi ». Et le règne de Louis XIV commence à mettre en valeur une véritable contrainte d'État sur la France, et l'État commence à régenter, voilà, vraiment à régenter et à ordonner la nation française. Et en fait, le gauchisme, c'est ça, c'est toujours plus d'État. C'est toujours plus d'État, plus de puissance collective, plus de contraintes, mais pas de contraintes pour se dépasser, de contraintes pour se déresponsabiliser. C'est-à-dire que c'est toujours plus d'État pour ne jamais rien assumer. Voilà, je trouve ça très étonnant, finalement, cette antithèse-synthèse du gauchisme, et il me manque la synthèse. Voilà, si vous voulez rebondir là-dessus, ça m'intéresse. Voilà ce qu'on peut dire, c'est que vouloir supprimer la souffrance, c'est vouloir rester un enfant, un adulte normalement constitué. J'aime bien la phrase de l'auteur, adopte face à la souffrance une attitude mi-volontaire, mi-stoïque. Et en fait, cette résistance face aux exigences du gauchisme qui milite pour une toute-puissance de l'État et une déresponsabilisation totale des individus pour se maintenir dans l'enfance, fait face à une certaine résistance, on va dire, plus de droite, qui serait quelque part, en fait, en quelque sorte libérale, ou du moins libertaire, qui refuse que l'État vienne justement tout contrôler. D'ailleurs, le déclin, on va dire, économico-politique de la France est donc directement lié à cette vision du monde, étant donné que si vous n'acceptez plus la contrainte individuelle, que vous voulez vous comporter en enfant, et que l'État régente pour que vous puissiez vous comporter en enfant, ça veut dire que votre part de responsabilité est assumée par d'autres adultes. D'où le ras-le-bol des commerçants et puis des chefs d'entreprise qui ont en fait trop de taxes et trop de contraintes, parce que justement ils doivent assumer la part de responsabilité d'une grande partie de la population qui ne veut plus l'assumer. Ce qui fait que petit à petit, ces contraintes, ces exigences, ces taxes étant trop élevées, le prix du sacrifice étant trop important, beaucoup arrêtent, et c'est ensuite donc des pays étrangers qui, eux, ont une législation plus simple
à l'égard des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, qui peuvent assumer justement la production des autres pays. C'est-à-dire qu'on se retrouve, tout ce qui est individuel se retrouve dans le collectif. En fait, plus on a une nation d'enfants, plus la nation devient une nation enfant qui doit, par conséquent, également se mettre en dépendance, comme un enfant est dépendant de ses parents, se mettre en dépendance d'une nation adulte. Voilà, c'est pour ça qu'on a... la Chine en est un exemple fameux. Hein. Vous allez en Chine, je peux vous dire que moi je connais assez bien la Chine. Pas non plus extrêmement bien, mais quand même je la connais assez bien. Et les gens sont très responsables, même si ce sont, soi-disant, pour les gauchistes, des fourmis sans individualité. En fait, ce sont tout simplement des adultes. Hein, des adultes qui assument leur part de responsabilité dans un projet collectif, auquel d'ailleurs ils adhèrent très très largement. Et donc oui, quand même, ce que je voulais dire, c'est que cette résistance, on va dire, libérale, eh ben, c'est ça qui est appelé la droite, ou le fascisme, ou voilà, les conservateurs. En fait, c'est juste... En face, ce sont juste des adultes responsables. Rien de plus. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont très étonnés quand on leur dit « Oui, mais ça, c'est de droite, ou vous êtes fasciste, ou vous êtes machin ». On se retrouve toujours face à des gens très désemparés face à ce genre de qualificatifs, parce qu'en fait, ils comprennent pas. Eux, ce sont simplement des adultes responsables, donc ils font face à des contraintes, et ils décrivent là où il faut qu'on les aide pour surmonter ces contraintes. Mais donc ces adultes, ayant conscience et comprenant le monde dans lequel ils vivent, ayant conscience des contraintes, veulent exercer quand même sur le monde une certaine puissance, on va dire, pour que les contraintes soient dépassées. Et là, c'est là qu'intervient le mythe historique pour l'enfant, pour l'adulte enfant. L'adulte enfant conçoit la contrainte et le fait d'être forcé à dépasser la contrainte comme... il conçoit tout cela comme quelque chose d'autoritaire, puisque ça ne vient pas de lui. C'est normal, c'est un enfant, ça, de la contrainte, il la balaye, hein, sauf les individus assez exceptionnels qui d'eux-mêmes veulent dépasser la contrainte lorsqu'ils sont enfants. Un enfant, il a besoin de l'accompagnement de ses parents. Or là, les adultes qui veulent accompagner quelque part par la société, par la nation, par le collectif, les individus, pour qu'ils dépassent les contraintes et qu'on progresse tous ensemble vers un projet d'une grande France, par exemple, ou simplement d'une vie meilleure, eh ben, sont caractérisés de fascistes, d'autoritaires. En fait, ça, c'est le mythe tout-puissant du gauchisme, et c'est aussi le principal vecteur d'immobilité politique en France, et de terrorisme intellectuel, en fait, hein, des adultes enfants et des gauchistes. Et alors, en Occident, très tôt, justement, on apprend à l'adulte enfant, comme ça, à avoir une vision binaire des choses à travers le mythe de la démocratie et de la dictature. Donc la démocratie, bah, c'est le camp du bien, et la dictature, c'est le camp du mal. Voilà. Et donc, très rapidement, les journalistes... continuant cette logique, conforte les Occidentaux dans cette vision de la démocratie, c'est le bien, et la dictature, c'est le mal. Donc que ça soit la Russie de Poutine, la République islamique d'Iran, le stalinisme, Mussolini, et puis alors bien sûr le sommet de la hiérarchie du mal, le national-socialisme en Allemagne entre 1933 et 1945, le nazisme, voilà, ça ce sont les catégories binaires utilisées par les adultes enfants. Donc simplement cette notion binaire, c'est le mal et le bien. On ne se rend pas compte, hein, quand on dit ça de manière très simple, le mal et le bien, de l'impact que ça a sur la psyché occidentale. Mais donc un enfant réfléchit par ces catégories et ne rentre pas dans ces catégories pour tenter d'en définir le cadre. Hein. Elles sont des catégories suprêmes. Donc voilà, pour l'adulte enfant occidental, la démocratie, c'est le bien, et tout ce qui n'est pas la démocratie, c'est le mal absolu. Peu importe la variété de régimes différents qui peut exister, c'est le mal. Et l'une des caractéristiques justement de l'enfant,
c'est de ne pas être capable de réfléchir par lui-même et de toujours emprunter, on va dire, les catégories extérieures qui lui sont imposées. Or, quel est le discours face à la dictature, le discours, on va dire, médiatique occidental, et puis c'est le narratif qui est repris par la plupart des adultes-enfants, c'est que, en fait, tout cela est un système d'endoctrinement. L'adulte-enfant ne voit les systèmes politiques différents du sien que comme des endoctrinements, parce que c'est ça son rapport au monde. Il n'est que endoctriné en permanence, en fait. Il n'utilise que très très peu son cerveau. Et en fait, quelques arguments comme ça de propagande lui font en permanence croire que ceci est le bien, ceci est le mal. Et la démocratie, il n'a aucune notion de ce que c'est que la démocratie en France. Il ne sait pas qu'il y a quelques années, il y a eu un auteur français qui, pour des livres, est allé en prison. Voilà, vous dites ça à un adulte enfant, il ne comprend pas. Il pense que vous déconnez, il ne comprend pas. Hein, voilà, vous parlez d'Hervé Ryssen, qui est allé en prison pour des livres. Il ne comprend pas, c'est erreur 404. Et d'ailleurs, tout ce côté binaire de démocratie et dictature est très bien illustré, très bien expliqué dans le livre par Thomas Boussillon, qui a recours à la définition de l'idée platonicienne. C'est-à-dire que l'idée platonicienne, le concept, est une essence, à la fois pour Platon puis pour Kant après, est une essence quelque part métaphysique, hein, qui plane au-dessus de nous, et dont la définition est indépendante de ces manifestations, comme on dit, empiriques. C'est-à-dire que vous allez... Il y a l'idée de courage, voilà, il y a l'idée de courage, qui est définissable, mais qui existe en soi, au-dessus de nous, et qui est à la fois indépendante et en relation avec les différentes manifestations du courage que les hommes vont mettre en place. Et donc cette idée qui plane au-dessus de nous est quelque part insaisissable, et puis à la fois on en a plein de manifestations qui ne font pas le tour de l'idée. Et c'est exactement la même chose pour les démocraties et les dictatures. Hein, une démocratie, dès qu'on voudra en saisir le sens manifeste, par exemple, voilà, en France, la démocratie, c'est donc la démocratie élective, avec des lobbies, avec des gens qui vont en prison pour des livres, avec... voilà, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des idées totalement différentes, et en fait, je n'ai absolument aucun pouvoir. Et ben, finalement, tout ça, est-ce que c'est la démocratie ? Et encore, je cite pas tous les arguments, mais c'est simplement que dès qu'on creuse un petit peu la notion, l'idée, donc qui serait une idée métaphysique platonicienne de démocratie, on se rend compte que en fait, la démocratie, ça correspond pas à grand-chose empiriquement, quoi. On voit pas trop où est la démocratie. On n'a absolument aucun pouvoir. Les Français, par exemple, ont manifesté monstrueusement en 2012 contre le mariage pour tous. Il n'y a pas eu de référendum. Voilà, ça nous a été imposé. Pareil, les Gilets jaunes plus tard, contre la loi travail, et puis même contre tout ce que représentait, on va dire le néolibéralisme. Voilà, on nous a pas demandé notre avis, on nous l'impose. La rigueur, c'est pareil. L'immigration, j'en parle même pas. Je pense que vous avez une grande majorité de Français qui n'en peuvent plus de cette immigration de masse. Voilà, on nous l'impose. Ce n'est pas un choix. Donc finalement, est-ce qu'on est dans une démocratie ? C'est une bonne question. Et puis de l'autre côté, la dictature, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir, je dis n'importe quoi, un président comme Poutine, voilà, la Russie de Poutine, qui va être officiellement considérée comme une dictature, mais qui va valoriser le travail, qui va permettre aux entreprises de s'établir, qui va permettre à des familles, et même à ce que le peuple désire profondément de s'accomplir. Pareil pour la Chine. La Chine, voilà, ce serait long de tout exposer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se dit, non, c'est une dictature, ils font pas attention à ce que le peuple demande, etc. Et puis en fait, dès qu'on creuse, on se rend compte que qu'il y a énormément de choses que le peuple veut dans ces pays-là et qui sont mis en place. Donc est-ce que c'est vraiment une dictature ? Voilà, donc ces catégories sont beaucoup trop limitantes, et quiconque reste avec ce filtre comme étant un filtre de catégorie ultime d'analyse du monde politique qui nous entoure, est dans l'enfance. C'est un logiciel complètement périmé, exactement comme la droite et la gauche en France. Hein. Bon, ça c'est exposé dans plusieurs autres de mes vidéos. La droite, la gauche, c'est des concepts absolument trop limités. Alors il y a un moment qui est très intéressant dans le livre, très bien écrit par Thomas Boussillon, c'est quand l'enfant occidental en fait juge les autres nations
qui ne sont pas des nations occidentales. Il les voit, voilà, le chinois comme une fourmi sans individualité, le russe comme un ivrogne brutal, l'Iranien comme un musulman endoctriné qui bat sa femme, voilà, et il se considère comme supérieur à tous ces gens-là, mais en revanche, il manifeste quand même qu'il n'est absolument pas raciste et il se défend de toute xénophobie en se flagellant, et surtout en flagellant ses ancêtres, en fait. L'enfant occidental crache beaucoup sur les morts, hein, qui ont fait sa nation, qui ont fait le pays dans lequel il se sent quand même relativement bien, hein, qui est le pays avec le plus haut niveau de culture, en tout cas je parle pour la France, le plus haut niveau de culture et de raffinement qui existe, et puis qui est une civilisation technicienne aussi, hein, qui permet un grand confort de vie. Voilà, il crache sur ses ancêtres, et en pensant que tout cela, en fait, est un bien, parce que ça lui donne il a une supériorité morale par rapport aux autres peuples, parce que justement, il est capable de cette autocritique. Il croit qu'il est philosophe par cette autocritique. En fait, ce dont il ne se rend pas compte, parce que c'est un enfant, et quelque part, justement, à son tour, là, c'est CQFD, il est endoctriné, c'est que se cracher sur ses ancêtres comme ça, c'est exactement ce que la société et le marché nous enjoint à faire. Hein, on est dans une société qui favorise le mépris de soi, parce que tout ça, ça permet d'avoir des individus, et le mépris des ancêtres, parce que tout ça, ça permet d'avoir des individus justement enfants, et puis sans repères, sans racines, ce qui les livre fatalement à ce que Thomas Boution appelle les fauves du marché, à ces nouveaux besoins, à ces palliatifs consommatoires, finalement, que nous décrivions un petit peu au début de cet audio. Alors ensuite, du coup, quand même, l'idée, c'est comment être un adulte. Et là, Thomas Boution décrit très bien la synthèse dialectique hegelienne, hein, que je vais résumer très rapidement, parce que le but, quand même, c'est simplement de vous donner envie de lire le livre. Il faut aller l'acheter, il faut le lire. C'est bien d'écouter des audios, mais il faut les lire. Et puis moi, je produis des audios, je vous le dis en majorité, parce que je trouve que simplement lire de mon côté, c'est un petit peu stérile. Je n'aime pas le fait de ne pas produire. Donc je me sens obligé de produire quelque chose pour essayer de contribuer un petit peu au monde qui m'entoure, quoi, à ma petite mesure. La synthèse dialectique, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est le plan thèse, antithèse, synthèse. Pour ceux qui sont allés jusqu'au lycée et au bac, vous connaissez bien ça. C'est-à-dire qu'il y a... lorsqu'on se pose une question, par exemple la question que lui utilise, c'est « L'État entrave-t-il la liberté ?» Voilà, donc il y a une première... La thèse va plutôt répondre « oui » et l'antithèse va plutôt répondre « non ». Et la synthèse, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est ce petit miracle, comme l'appelle Thomas Boution, c'est dépasser la contradiction. Et il faut produire donc une nouvelle réponse qui puisse contenir à la fois la thèse et l'antithèse, sans tomber dans le relativisme, hein, toujours en trouvant une réponse qui soit quand même satisfaisante en termes d'exigence intellectuelle et qui ne laisse pas uniquement de nouvelles questions. Ça, je pense que c'est un point très important, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est très bien de se poser des questions. C'est même absolument essentiel, hein, c'est l'étape numéro 1. Mais encore une fois, il faut trouver des réponses. Donc il faut produire un effort intellectuel pour y répondre. Cette synthèse donc, que nous décrivions plus tôt, à force d'être travaillée sur différentes questions, aboutit à un modèle qui est un genre de modèle théorique que tout adulte possède, et qui lui permet de lire le monde. À force d'expérience, à force de théorie, il est capable de lire le monde. Et pour chaque événement qui se produit, soit son modèle est suffisant et il est capable de lire le monde à travers le paradigme qu'il s'est créé, soit l'événement produit quelque chose qui n'est pas expliqué par le paradigme. À ce moment-là, si ce n'est pas expliqué par le paradigme, l'esprit entre en crise et a besoin de faire une nouvelle synthèse dialectique, donc de repasser par la thèse, antithèse, synthèse. Et l'esprit de l'adulte, c'est ça. C'est d'être
en permanence capable d'adapter son modèle face aux nouvelles contraintes pour comprendre les forces qui s'exercent, les forces en présence de chaque phénomène, et d'avoir un modèle de fond qui lui permet de comprendre le monde, les phénomènes du monde, les réalités sociologiques et humaines, ainsi que politiques, et dès que ce modèle ne permet pas d'expliquer, il faut le remettre en question, observer, voilà, passer de la théorie à la pratique, pour réadapter le modèle et reproduire une synthèse dialectique. Alors je vous lis le passage de Thomas Boussion à ce sujet. L'effort d'un adulte pour comprendre le monde et se donner ainsi les moyens de l'autonomie se joue donc sur 2 tableaux, le modèle théorique et l'observation. Cela veut dire que pour devenir intellectuellement autonome, il faut à la fois se doter d'un modèle d'explication des phénomènes humains, et donc identifier les lignes de force qui les traversent et les produisent, et s'attacher à observer correctement le monde. Le travail théorique se fait essentiellement par l'étude des modèles des autres, via les livres, les articles, les conférences, les discussions. Le travail empirique, lui, se fait par une observation attentive dans tous les secteurs. Pas seulement en observant l'économie, la géopolitique ou encore les médias, mais aussi en observant la réalité humaine jusque dans ses détails quotidiens. Dans les 2 cas, l'esprit doit s'abreuver à toutes les sources, lire et écouter une grande variété de points de vue, indépendamment de leur crédit social et médiatique. L'esprit adulte emmagasine ainsi des données, applique un modèle, le corrige si besoin, renverse complètement la perspective si nécessaire, jusqu'à ce que le modèle puisse enfin expliquer ce qu'il voit. Ce modèle est le sien, il lui appartient en propre, il n'est pas issu de la croyance dans le modèle de quelqu'un d'autre, mais de la synthèse dialectique, issue de la confrontation de son modèle initial avec celui des autres et avec les données de l'expérience. Fin de citation. Enfin, ce qui est observable, c'est que l'enfant ne fait pas de politique. Donc le véritable enfant n'en fait pas, et l'adulte enfant n'en fait pas non plus. Tout simplement parce que son rapport infantile au monde le pousse vers une individualité totale. Alors, Thomas Boussion rappelle très justement que ce ne sont pas des catégories absolues. On a tendance à avoir un rapport infantile au monde ou un rapport adulte au monde. Un rapport infantile à une question, un rapport adulte à une question. Concernant la politique, qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est la volonté d'inscrire la collectivité dans un projet. Donc, si on ne quitte pas l'égoïsme, l'individualisme de l'enfance, on ne peut pas s'engager dans un projet politique. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on parlait d'endoctrinement tout à l'heure, c'est qu'en fait, les endoctrinements du XXe siècle, par exemple, ou même du XXIe siècle, la Russie de Poutine, sont des aventures collectives. Or, l'enfant ou l'adulte enfant est tellement obnubilé par son individualité et par son égoïsme, il passe son temps à se regarder, qu'il n'est pas capable de se fondre dans un projet collectif. D'ailleurs, il ne sait même plus que ça existe. Il est amputé d'une partie de lui-même. La seule partie qui lui reste, c'est l'individualité. Et cette enfance politique, cette individualité majeure, fait le lit, le jeu du système, comme on en parlait plus tôt, c'est-à-dire de la société marchande et du, on va dire, capitalisme néolibéral, hein, qui vit sur l'économie, la création de nouveaux biens, que ces nouveaux biens soient moraux ou totalement immoraux, la plupart du temps totalement immoraux. Je prends toujours l'exemple de Glidden, voilà, je crois que c'est Glidden, un site de rencontre extra-conjugale. Bon, ça, c'est pas... Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de rebelle. Ben non, c'est pas du tout quelque chose de rebelle, c'est quelque chose de complètement conformiste, en fait. C'est-à-dire que c'est se soumettre, faire sa profession de foi dans la chapelle néolibérale de l'économie, qui consiste à toujours repousser la tradition et la morale traditionnelle pour créer de nouveaux marchés, et donc se maintenir en place par un système économique qui produit toujours plus de fausses richesses, hein, puisque la vraie richesse, c'est l'industrie, c'est la création de valeur par du vrai bien, quelque part, et la société de service intégral, ce n'est plus la richesse, ce n'est plus que la consommation. Voilà, pour la faire courte sur le côté économique. Donc, d'ailleurs, c'est très bien décrit par Thomas Boussion, hein, cet asservissement de l'enfance politique pour
on va dire, un projet satanique qui est mis en place par des élites occidentales. Et je vous laisse découvrir la fin de cette analyse en achetant le livre, voilà, en le lisant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis à bientôt. 再见